Le colibri, tout petit, tout mignon, mais il a la meilleure VO2 max reconnue qui peut atteindre même 600. Donc voilà, c'est incroyable. Alors, les facteurs de variation de la VO2 max, donc j'en ai cité quelques-uns. Il y a des facteurs physiologiques comme l'âge qui diminue forcément, le sexe, la génétique. Il y a des gens qui sont génétiquement meilleurs que d'autres pour la performance, l'endurance. Environnementaux, l'altitude diminue la VO2 max, mais après, il y a des facteurs d'acclimatation qui peuvent un petit peu l'améliorer. La température, quand il fait chaud, ça diminue. Comportementaux, donc c'est ça la grande bonne nouvelle, c'est si on fait du sport, on va améliorer notre VO2 max. Donc ça, c'est un grand message que j'adresse à tout le monde. La nutrition, donc l'impact des réserves énergétiques, et puis pathologique, bien sûr. Quand on est malade, là, forcément, ça va impacter notre VO2 max. Donc, tout ce qui est maladies respiratoires, donc toutes les maladies on va avoir des limitations par des troubles ventilatoires, que ce soit la BPCO, la fibrose, etc. Cardiaque, donc avec une réduction d'une insuffisance cardiaque ou coronarienne, et puis métabolique, c'est l'impact du diabète ou de l'obésité, etc. Donc, physiologiquement, la VO2 max, elle reflète la capacité du système cardio-respiratoire à fournir finalement de l'oxygène aux muscles qui sont actifs. Et ces derniers, donc les muscles, ils vont devoir utiliser cet oxygène au niveau mitochondrial pour tout simplement produire de l'énergie. Donc, c'est ça l'idée. Alors, la relation entre la consommation d'oxygène et la puissance de l'exercice est la suivante. Donc, durant l'exercice, cette VO2 max, elle va augmenter proportionnellement avec l'intensité de l'activité physique, mais jusqu'à un point où cette augmentation, elle va s'arrêter. C'est donc le VO2 max, même si l'intensité augmente. Donc, le VO2 max représente ma capacité maximale aérobie du sujet. Et puis, la puissance la plus faible pour laquelle la VO2 max est atteinte, ça s'appelle la puissance maximale aérobie. Alors, il y a aussi une autre notion intéressante en physiologie, c'est l'évolution de la consommation d'oxygène en fonction du temps, mais au cours d'un exercice musculaire qui est plutôt à puissance constante. Et puis, on constate que donc, la VO2 n'atteint son niveau maximum que progressivement. Et quand ce niveau il est atteint, on a un état d'équilibre qui est installé. Et au fait, pendant la phase d'installation, on va avoir cette surface A où le muscle va tirer son énergie à partir des réserves qui sont dans le muscle, qui sont sur place, et principalement de la créatine phosphokinase. Alors, donc, il se crée quelque part une dette en énergie qui va être récupérée par la suite à la fin de l'exercice physique. Donc, c'est ce qui est représenté par la surface B. Et donc, toute énergie qui a été consommée au début va devoir être restituée. Donc, au niveau du muscle strié squelettique, plus un muscle est riche en mitochondries, plus la vascularisation elle est importante, plus la VO2 max va être importante puisqu'il va pouvoir utiliser cette VO2 max et produire de l'énergie. Et donc, on va tout simplement être plus performant, plus endurant. Donc, ça, c'est une petite image illustrant le muscle. Avant l'exercice, on voit très bien qu'il est bien coloré, bien rose, parce qu'il y a du glycogène à l'intérieur. Après l'exercice physique, tout s'est vidé, parce que toute l'énergie elle a été consommée. Et donc, les déterminants musculaires du VO2 max, comme je l'ai dit, ça va être la densité mitochondriale. Plus un muscle contient des mitochondries, plus il sera capable de produire de l'énergie. La capillarisation musculaire et puis les enzymes oxydatives. Donc, c'est le matériel dont notre muscle a besoin pour produire de l'énergie. C'est ce qui va permettre une bonne extraction de l'oxygène. Et du coup, j'insiste encore que l'impact de l'entraînement, quand on va s'entraîner, on va tout simplement faire grandir notre muscle, multiplier nos mitochondries, augmenter la vascularisation, et donc on va pouvoir plus profiter de cette consommation. Plus on pourra consommer, plus on va être endurant dans le temps, et donc ça se travaille. Alors, quelles sont les sources d'énergie qui sont disponibles au niveau du muscle? Alors, au fait, on a 3 voies qui se mettent en place l'une après l'autre quand on se met à faire de l'exercice physique. La première, c'est pendant les premières secondes, au fait, pendant les 15 secondes, voire 1 minute au maximum. C'est ce qu'on appelle la voie anaérobie alactique. Donc, elle n'est pas productrice d'acide lactique, elle n'a pas besoin d'oxygène.
c'est une sorte de stock, c'est comme si c'est l'alimentation qu'on va avoir dans notre frigo. Donc on a faim, on ouvre le frigo, on va se servir. Donc là c'est pareil, on va commencer à faire de l'exercice physique, notre muscle il se sert ce qu'il y a sur place. Et donc, mais le problème c'est qu'il n'y en a pas beaucoup. Donc on passe après à une deuxième voie qui est la voie anaérobie lactique. Donc le souci avec cette voie, c'est qu'elle ne peut pas durer beaucoup dans le temps puisqu'elle produit de l'acide lactique. L'acide lactique, à un certain moment, il va être régénéré pour produire de l'énergie, mais passer un temps, cet acide lactique va s'accumuler, c'est ce qui va nous donner les crampes musculaires, il y aura de l'acidose et c'est délétère pour le bon fonctionnement du muscle. Donc la troisième voie qui est la plus intéressante, c'est la voie aérobie, donc c'est celle dont on est en train de parler, et c'est celle qui va permettre de produire le maximum d'ailleurs d'ATP. Donc quand l'oxygène va être oxydé, pour un oxygène, on va produire 38 voire 39 molécules d'ATP, ce qui est énorme par rapport aux autres voies métaboliques. Alors une autre notion intéressante, c'est ce qu'on appelle le seuil, les seuils ventilatoires. Donc il y a le premier seuil, le seuil SV1, c'est l'intensité d'effort la plus élevée à laquelle l'organisme utilise principalement les voies métaboliques oxydatives. Donc, et c'est ce seuil-là, donc on verra tout à l'heure avec mon ami Jalil, c'est ce qui détermine le seuil d'endurance. Donc si on veut endurant, on travaille sur ce seuil-là, ça correspond à une certaine fréquence cardiaque. On sait quelle fréquence cardiaque il ne faudra pas dépasser quand on voudra faire de l'endurance, au-delà de laquelle on rentre dans la deuxième phase. Et le deuxième seuil, le seuil SV2, c'est le seuil anaérobie. Donc quand on est à ce niveau-là, ça y est, on est rentré dans la phase anaérobie avec une production d'acide lactique qui va dépasser son élimination, donc il va s'accumuler et on est fatigué, on a aussi les crampes et on n'arrive plus à faire plus. Et d'ailleurs, j'ai trouvé... petite animation, je parlais d'animaux, donc ça c'est une lionne, on parlait de lion tout à l'heure, qui vient de capturer une gazelle, donc ça lui a pris beaucoup d'efforts parce que la gazelle elle est très rapide, et du coup elle est rentrée dans le seuil, je vais refaire. On va la voir vraiment haltée, donc elle est dépassée, elle a dépassé sa VO2 max, elle va commencer vraiment à respirer de façon très, très, très importante. Pourquoi? Parce que justement, elle est dans cette phase de production d'acide lactique. Et donc, voilà, si nous, sédentaires ou pas, quand on commence à courir et qu'on commence à dépasser notre voie aérobie et on commence à produire beaucoup d'acide lactique, plus ça arrive rapidement, ça voudrait dire qu'on est vraiment sédentaire et qu'il nous fait plus d'exercices physiques. Donc cet état-là, ça se travaille et donc ça vient aussi avec des exercices d'endurance à long terme. Donc ça, c'était au niveau musculaire. Après, au niveau de l'appareil respiratoire, qu'est-ce qui se passe? Parce que finalement, le poumon, c'est le premier organe qui va apporter de l'oxygène aux muscles et donc il va permettre de s'adapter en augmentant la ventilation. Donc la ventilation, par augmentation d'abord du volume courant, donc c'est le volume d'air qu'on va inspirer et expirer, donc ça va devenir un volume de plus en plus important. C'est ce qu'on voit ici sur une spirométrie. Plus on va faire de l'exercice physique, plus ce volume va augmenter. Et puis après, c'est la fréquence respiratoire qui va augmenter. Mais le but, c'est d'augmenter la ventilation. Après, même les mécanismes de diffusion alvéolo-capillaire vont suivre la cadence. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand on n'est pas malade, quand on n'a pas de maladie respiratoire, eh ben, la ventilation, le poumon n'est pas le facteur limitant. Hein, il peut nous apporter autant d'air qu'on a besoin. Le facteur limitant, ça va être plus le muscle qui n'est pas entraîné et plus aussi l'appareil cardiovasculaire. Et d'ailleurs, quand on est sédentaire, quand on commence à faire de l'exercice physique, la première chose qui va se passer pour augmenter le débit cardiaque, ça va être l'augmentation du volume, de la fréquence cardiaque. Et donc c'est pour ça qu'on va avoir le cœur qui bat très très vite. Contrairement aux sportifs qui sont bien entraînés, c'est plutôt l'augmentation du volume d'éjection systolique qui va augmenter pour augmenter le débit cardiaque. C'est ce qui fait qu'ils sont beaucoup plus endurants et ils arrivent à donc faire des choses incroyables. Alors,
Donc, l'utilité de la VO2 max, d'abord, c'est une utilité sportive, bien sûr. Donc, on fait le VO2 max pour évaluer le potentiel de performance, pour l'optimisation des programmes d'entraînement, pour le suivi de la progression. Donc, ça, c'est clair et net. Et puis après, on va avoir une utilité clinique. L'utilité clinique, ça va être l'évaluation fonctionnelle globale, la stratification des risques. Quand je ne rentre pas trop dans les détails, j'énumère. Le suivi des traitements et réhabilitation, sachant que la réhabilitation respiratoire, par exemple, elle a vraiment un grand poids, elle joue un rôle très important dans les maladies respiratoires chroniques, comme dans la BPCO. Dans la BPCO, c'est vraiment une spirale quand les gens donc ils ont une BPCO parce qu'ils ont beaucoup fumé, c'est le principal facteur de risque. Il y a tout un cercle vicieux qui se met en place, ils sont dyspnéiques, ils ont mal à bouger. Moins ils bougent, plus ils vont avoir un déconditionnement, une sarcopénie, et moins ils pourront bouger. Donc, il faut casser cette spirale en faisant une activité physique adaptée, quelle que soit cette activité physique. Commencer petit à petit, mais l'essentiel, c'est de commencer de faire quelque chose. Et après, ça viendra, l'amélioration viendra. Alors, très rapidement, les effets de l'activité physique. Donc ça, c'est quelques petits articles donc très intéressants. Quel que soit l'exercice, les paramètres fonctionnels vont s'améliorer. Et parmi ces facteurs, donc paramètres fonctionnels, bien sûr, il y a la VO2 max. Alors après, il y a des activités même qui ont été étudiées, comme le fait de sortir son chien quand on est BPCO, par exemple. Et vous voyez que c'est une activité... au début, on peut se dire que ce n'est pas grand-chose, mais si, parce qu'avec le temps aussi, le sujet va augmenter son périmètre de marche. Et puis, ce qui est bien avec sortir son chien, par exemple, c'est que ça joue aussi sur le mental. Donc, c'est généralement dans un jardin, voilà, ça fait plaisir. Et donc, la personne elle-même, elle va commencer à augmenter son périmètre de marche et on va gagner sur la VO2 max. Alors après, il y a eu donc même l'apport des nouvelles technologies, les montres connectées, tout ça, ça aide vraiment les patients à augmenter leur activité physique. Alors, on arrive aux méthodes de mesure. Alors, il y a les méthodes de mesure indirectes et directes. Donc, les méthodes de mesure indirectes, elles estiment la VO2 max à partir de tests de terrain ou bien d'équations. Donc, il y en a vraiment beaucoup. Elles sont très intéressantes dans le sens où ça coûte rien du tout. On peut les faire très facilement. Ça peut se faire aussi sur des balades. Elles ne sont pas très précises. Ça peut donner une idée sur le degré d'incapacité ou au contraire sur les aptitudes du patient. On va être amené à prescrire des médicaments. On peut refaire ces tests-là pour comparer. Donc ça donne quand même une certaine idée sur la chose. Bon, elles ont des limites parce qu'effectivement, elles vont manquer de spécificité physiologique. Et puis, donc voilà, c'est le gold standard, ça reste toujours l'épreuve qu'on verra juste après avec mon ami Jalil. Alors, parmi ces méthodes, alors, donc, comme j'ai dit, il y a des équations générales. Après, il y a des tests, je ne vais pas les détailler, je vais les énumérer. Donc, comme le test de course de Cooper, le step test. Donc, alors, il y a le test de la navette aussi, ou BIP test. Il y a le test de marche de 6 minutes. Alors, le test de marche de 6 minutes, on l'utilise beaucoup dans les maladies respiratoires. Et un petit clin d'œil, donc ça c'était le couloir où on faisait le test de marche de 6 minutes avec notre kiné Hint. Oui, c'est aussi à Vicenne, donc voilà, on a un peu les larmes aux yeux, on n'y est plus. Donc c'est notre couloir de notre ancien et cher CHU. Alors, donc, pour les méthodes indirectes, il y a aussi des méthodes qu'on peut faire sur des vélos, sur des ergocycles. Et d'ailleurs, on fait une séance d'ETP qui est dédiée aux adaptations physiologiques de l'organisme à l'exercice musculaire. Et donc, voilà, on retrouve nos amis, alors Yassir et Fatine, hein, qui sont là. Donc on les retrouve, et puis bon, je ne vais pas trop rentrer là aussi dans les détails, on n'a pas beaucoup le temps, mais on fait pédaler un étudiant volontaire pendant pendant 10 minutes, et on va avoir des étudiants qui vont mesurer des paramètres fonctionnels, donc fréquence cardiaque et pression sanguine artérielle systolique. Et donc, ils font ça toutes les 2 minutes, jusqu'à la 14e minute, même après l'arrêt de l'effort. Et après, ils vont tracer donc l'évolution de ces paramètres en fonction du temps. Et puis, ils vont reporter ces valeurs sur le nomogramme d'Astran. Et puis, donc, indirectement, on va pouvoir avoir la VO2 max de l'étudiant qui a pédalé. Donc, ça se fait vraiment dans la joie et la bonne humeur. Tout le monde joue un rôle et vraiment, ça crée beaucoup de bonne humeur.
Donc je laisse la parole à mon ami Jalil pour parler de la méthode directe. Merci cher ami. Et puis on vous retrouve à la fin de la présentation. Alors, chers amis, chers collègues, c'est un honneur pour moi d'être là parmi vous. Je remercie les organisateurs, professeur Caïn, tous les maîtres présents ici. Alors, je suis enseignant de la faculté de médecine de pharmacie de Tanger. Je suis physiologiste, mais en fait, j'ai tout appris ici, parmi mes maîtres, parmi vous, toutes les personnes présentes ici. J'ai beaucoup d'estime et beaucoup de reconnaissance vis-à-vis de vous. Alors, l'objet de cette présentation est de vous présenter, de vous parler d'une épreuve d'effort cardio-respiratoire. Alors, je parle un peu vite comme ça. Le temps, on ne serait pas rattrapé par le temps, mais par la suite, si vous avez des questions, ben, ça serait magnifique de pouvoir essayer d'y répondre. Alors, je parle aussi, nous avons publié, mon équipe et moi, il y a quelques semaines déjà, un article exactement sur l'épreuve d'effort avec mesure de VO2 max. Donc, en fait, on a parlé d'une revue de la littérature avec la méthodologie, les interprétations, et puis c'est quelque chose qui nous anime, et puis c'est quelque chose de très intéressant. Et puis, on touche à la physiologie de l'exercice qu'on a pu voir au laboratoire de physiologie. Alors, j'ai promis à mon ami professeur Jnine de me mettre, parce qu'en fait c'est un atelier pratique, il faudrait apporter quelque chose de pratique. Alors je me suis mis à l'épreuve d'effort, parce qu'au laboratoire de physiologie, on a un appareil de mesure de VO2 max, et donc l'intérêt c'est de... Voilà. Alors vous allez trouver que mes résultats sont pas du tout bons, c'est dû au gene, je vous le dis d'emblée. Après... Voilà. Alors, le compte rendu que vous êtes censé avoir d'une épreuve d'effort, ben, c'est celui-là. Je vous zoome un peu les données. Vous allez voir ici, par exemple, le protocole. Alors, la durée, la charge. Alors, la durée, par exemple, ici, on a un échauffement qui a duré 3 minutes. Vous allez voir qu'il y a des critères pour pouvoir faire une épreuve d'effort en bonne et due forme. Donc, un échauffement de 3 minutes. Et puis, le premier seuil, on l'a atteint à 12 minutes. Le deuxième seuil à la 15e minute. Et puis, l'épreuve maximale, on l'a atteint à 17 minutes. Et puis, on a une récupération de 6 minutes. Et puis, voilà. Donc, vous avez le protocole. Vous avez ici les valeurs, la VO2. Alors, celle qu'on avait vue présentée par le professeur Jnine, litres par minute, et puis indexée, millilitres par minute par kilogramme. C'est-à-dire, c'est cette valeur-là que je vous demanderai de ne pas retenir, pour ma part, et de 26%. Je suis à 75% de ce que je devrais être, alors il faudrait... Voilà. Heureusement qu'il y a un pupitre ici qui me permet de me protéger. Alors, aussi, vous avez la fréquence cardiaque, vous avez la fréquence cardiaque maximale, la fréquence cardiaque de récupération, il y a le pouls d'oxygène. Alors, cette valeur-là, c'est très intéressant, on pourrait en parler éventuellement avec vos questions. Puis la pression systolique, la diastolique, et puis vous avez tous les paramètres de la ventilation, et puis vous avez la PET CO2, la PETO2, on aura, si on a le temps, de pouvoir en communiquer. Sur cette plaque-là, en fait, c'est les résultats que nous avons présentés avant. C'est juste, c'est 30 secondes par 30 secondes. Il faudrait savoir que l'épreuve d'effort, il y a ça moyenne les valeurs. Et donc, il faudrait voir pas la chose instantanée. C'est quelque chose qui doit se moyenner en 30 secondes parce que, éventuellement, le patient, il arrête de respirer ou il essaie de parler alors qu'il faudrait pas le faire. Et à ce moment-là, ça donne des valeurs totalement pas intéressantes. D'où le fait de voir les valeurs. Alors, à la fin de votre épreuve d'effort, vous êtes censé voir les 9 tableaux de Wasserman. Alors, 9 tableaux de Wasserman, parce que 9 cadrans de Wasserman, vous avez ici chaque valeur, on va essayer d'en détailler quelques-uns. Mais l'idée, c'est que vous pouvez, quand vous faites de l'épreuve d'effort, vous pouvez modifier les paramètres et puis voir un peu qu'est-ce que ça donne comme résultat. Alors, comment faire? Réalisation pratique d'une épreuve d'effort cardio-respiratoire. Alors, les contre-indications, parce que c'est pas un jouet, c'est quelque chose de très important et puis ça peut avoir des conséquences très graves. C'est pour ça que au laboratoire de physiologie, en fait, on le fait avec beaucoup de prudence et beaucoup de prudence. Donc, parmi les contre-indications, par exemple, en fait, quelqu'un qui a fait un syndrome coronarien aigu récent, 3-5 jours, là, c'est évident, mais quelque chose de moins évident, par exemple, quand on a une HTAP à plus de 60 mm de mercure, quand on a, par exemple, une désaturation. Alors, pour ces contre-indications absolues et relatives, vous imaginez que l'épreuve d'effort dans un laboratoire de physiologie n'est pas suffisante. Il faudrait que ça soit, qu'il y ait un échocardiographe, il faudrait qu'il y ait toute la panoplie pour pouvoir le faire. Chose qu'on a au laboratoire de physiologie de Tanger, mais c'est une aubaine pour nous tous. D'ailleurs, la porte est ouverte pour tout le monde pour pouvoir faire les études qu'il faut. Alors, il faut avoir un local et un personnel et du matériel spacieux, bien ventilé, minimum 2 personnes dont un médecin, parce que l'intérêt, c'est de pouvoir agir s'il faut agir. Et puis, du matériel, un ECG, un ergocycle, un pneumotachographe, un chariot d'urgence, un défibrillateur, et puis le reste. Alors, vous avez une image ici de ce qu'est un épreuve d'effort, salle d'épreuve d'effort, et d'après ce qu'on voit ici, c'est assez exigu parce qu'il faudrait imaginer qu'un patient puisse faire, éventuellement face à malaise, il faudrait qu'on trouve une solution pour pouvoir gérer la situation là, mais c'est ce que j'ai trouvé sur Internet et puis
Voilà, et puis j'ai essayé de ne pas mettre les marques qu'on a, parce que comme ça on ne fait pas de publicité, mais il y a des marques connues et puis éventuellement disponibles. Alors, choix du tapis ou du vélo, parce que ça se veut quelque chose de pratique, c'est-à-dire vous avez un patient, vous voulez faire une épreuve d'effort, alors vous choisissez ergocycle ou tapis. J'ai mis une photo que je n'espérais pas trouver, c'est à la fois vélo sur tapis, ça n'existe pas. Il ne faut pas essayer de le faire, parce que sinon ça aura des conséquences pas très jolies. Mais en fait, la question se pose parce qu'en fonction de ce que vous voulez, en fonction de votre patient, il faudrait choisir un tapis ou le vélo. Par exemple, si vous voulez faire de la physiologie de l'exercice, si vous vous intéressez à mobiliser beaucoup de muscles, alors ça serait plutôt tapis. Si vous voulez mesurer la puissance de l'exercice réellement, c'est-à-dire avec beaucoup de précision, ça serait l'ergocycle. Si vous voulez plus de sécurité, ça serait l'ergocycle, parce qu'au pire, un patient, quand il veut s'arrêter, il s'arrête, alors que le tapis, il faudrait du temps pour que le tapis s'arrête. Donc ça peut causer des problèmes. Pour les mesures biologiques, là ce que je vous montre ici, les mesures biologiques, c'est plus facile de le faire avec le vélo qu'avec le tapis, parce que aller piquer un patient qui est en train de courir, vous risquez de vous faire très mal. Et puis la valeur de pic VO2, alors pic VO2, je profite de cette slide-là pour vous parler de VO2 max et de VO2 pic. En fait, le VO2 max, c'est une stabilisation, c'est un plafonnement de la VO2, mais qui va durer un certain temps. Alors que les patients, ils ne font pas de la VO2 max, ils vont faire plutôt de la VO2 pic, c'est-à-dire ils vont atteindre un pic là, comme ça, et puis ils vont descendre. C'est la seule différence entre les deux, mais faire l'ergocycle au début, avant la réadaptation, puis faire la réadaptation, et puis faire le tapis, on gagnera 10%, on dira que c'est l'effet de la réadaptation, alors que... Marie Doslich, ouais. Alors, non, il ne faut pas le faire, mais voilà, l'intérêt, c'est de le refaire. Alors, et avant le protocole, il faudrait interroger le patient, faire un examen clinique, un ECG de repos, choix du protocole, on va voir un peu dans le détail tout ça, puis calculer la VO2 max et la puissance maximale, et puis calibration du matériel et spirométrie de repos. Alors, en fait, le choix du protocole, vous avez ici trois protocoles. Le premier, c'est un truc qu'on appelle rectangulaire. Ça, c'est juste pour les études, on ne le fait jamais, parce que rectangulaire, c'est-à-dire le patient, il va faire l'effort à une certaine charge, et puis on arrête, et on boit un café, et puis on reprend. Ça pourrait se faire dans des trucs scientifiques, mais pour pouvoir, soit avec les sportifs, soit avec les patients, ça serait plutôt en palier, vous voyez là, soit en rampe continue. Alors le choix, c'est en fonction de l'habitude de chacun d'entre nous, mais surtout en palier, ça nous permet, pour ma part, ça nous permet de stabiliser le patient, et quand on parle d'une VO2 de 20, on est plus précis. Alors qu'on est en rampe, on est toujours dans un truc glissant, on a tendance à majorer. Alors, calculer la VO2 max théorique et la puissance maximale théorique pour l'effort, alors c'est intéressant, parce que le professeur Genil en a parlé, et puis qu'est-ce que ça va faire avec la VO2 max qu'on en a? En fait, la hantise, quand on fait de l'épreuve d'effort, c'est il ne faut pas être très rapide, parce qu'en fait, on n'a pas laissé le patient s'adapter, c'est-à-dire le mécanisme aérobie, on n'a pas laissé s'installer. Alors l'intérêt, il faudrait le laisser un peu de temps, c'est-à-dire il faudrait avoir une épreuve d'effort entre 8 et 15 minutes. Alors, il ne faudrait pas que ça dure longtemps, parce que ça épuise le patient, et puis on a faussement une mauvaise valeur de VO2. Donc l'effort lui-même, il faudrait que ça soit entre 8 et 15 minutes, précédé de 3 minutes d'échauffement et puis de 6 minutes de récupération active. C'est comme ça qu'il faudrait imaginer le protocole, c'est pour ça qu'il faudrait imaginer la VO2 max théorique, la puissance maximale théorique, scinder la chose de telle sorte à ce que ça soit réalisé dans les délais. Et puis quand on obtient ce qu'on voulait quand on fait de la VO2, c'est joli. Si le patient ne se fatigue pas rapidement, en fait, on n'aime pas, on augmente un peu la charge. Alors la calibration et maintenance de matériel, en fait, si vous faites de la VO2, il faudrait obligatoirement calibrer votre matériel à chaque fois. Alors vous avez des matériels de calibration, mais il faudrait aussi tenir compte de l'humidité, de la température. Les appareils, ils font ça, mais il faut connaître ça, il faut le faire systématiquement. Chaque matinée ou chaque après-midi quand vous le faites. Et puis, on va faire une spirométrie systématiquement. Alors, la spirométrie, qu'est-ce que ça va faire avec la VO2? C'est en fait, la VO2, elle est basée sur des calculs. Et donc, c'est les calculs qui sont faits sur les valeurs de spirométrie. C'est-à-dire, si vous ratez votre spirométrie à la base, au début, en fait, c'est pas bon. Il faudrait faire vraiment la vraie spirométrie pour que l'appareil puisse calculer, faire ses calculs de consommation d'oxygène et d'autres choses. Alors, l'épreuve d'effort à proprement parler, en fait, vous faites votre épreuve d'effort, et puis les valeurs de repos doivent être stables et acceptables, c'est-à-dire une ventilation entre 6 et 12 litres par minute, une VO2 inférieure à 5 millilitres par minute et un rapport, un RER inférieur à 0,85. Je répondrai à vos questions si vous avez des questions par rapport à un certain nombre de paramètres ici. C'est quelque chose qui vous donne confiance dans vos résultats, c'est-à-dire vous vous dites, en fait, le matériel est bien calibré, je suis en train d'obtenir des résultats cohérents. Et puis vous pouvez aussi
avant le premier seuil, avec des valeurs théoriques, vous pouvez comparer avec les valeurs que vous trouvez avec votre appareil. Si vous trouvez une discordance, c'est qu'il y a un problème. Il suffit juste que le masque soit mouillé parce que vous l'avez mal stérilisé ou que l'appareil soit mal calibré pour qu'il vous donne des résultats complètement aberrants. Il faut tenir compte de ça. Alors, l'effort sera interrompu lorsque on atteint la maximalité d'effort. Et donc, je vous ai mis juste une vidéo ici, mais à la limite, aucun intérêt. Alors, en fait, c'est l'intérêt de pas là. Mais les critères d'arrêt, c'est-à-dire le critère de dire on a fait une épreuve d'effort et c'est bien. Vous avez un critère, il est excellent parce que vous le remarquez immédiatement, c'est le RER quand il dépasse 1,1. Vous dites je suis dans un effort maximal. Ou quand le patient il est en train de pédaler et puis il n'arrive pas à dépasser les 40 cycles par minute, de tours par minute d'ergocycle. À ce moment-là, malgré les encouragements, vous dites en fait, ou bien une lactatémie supérieure à 8 millilitres. 8 litres. Alors, en fait, juste une parenthèse. Vous avez des ergocycles maintenant, vous avez des ergocycles mécaniques et électromagnétiques. En fait, les mécaniques, c'est pas parce qu'on affiche les 150 watts ou 200 watts que le patient fait 100 watts. Il suffit qu'il soit assis sans pédaler et vous avez la valeur de 150 watts. C'est pour ça qu'on disait aux patients de pédaler à une certaine vitesse. Alors qu'avec les ergocycles électromagnétiques, en fait, il suffit juste de pédaler un peu pour qu'il calcule automatiquement la charge qu'il fait. C'est quelque chose d'assez intéressant à connaître. Comme ça, si vous voyez une épreuve d'effort, vous pouvez, par exemple, les cyclistes, en fait, ils sont habitués à pédaler à 80 cycles par minute. Ne les freinons pas, ne l'augmentons pas, laissons-le à leur guise. Il faudrait juste que ça ne soit pas très bas et que ça ne soit pas très haut. Alors voilà le résultat de mon épreuve d'effort. Vous voyez ici les paliers. Voilà. Et puis vous avez ici la consommation d'oxygène. Alors, consommation d'oxygène, c'est en bleu. C'est la marque qui veut ça, mais ça peut changer en fonction des livres. Mais la plupart des livres, ils considèrent la VO2 en bleu et puis la VCO2 en... Voilà. Et puis vous avez ici un plafonnement de la VO2, mais en fait, c'est la VO2 max. Et les résultats que vous êtes censés avoir, alors on est à... Il me reste 4-5 minutes. Je ne voudrais pas abuser de votre temps. Vous avez ici beaucoup d'informations. En fait, c'est pas que la VO2, c'est pas que la VO2 max. Vous avez d'autres informations qui sont très utiles à la fois pour le sportif ou pour le patient. Et vous voyez ici, je vous ai mis un petit algorithme là. C'est tous les paramètres qui sont influencés par l'épreuve d'effort. C'est-à-dire vous pouvez avoir une atteinte centrale, cardiaque, respiratoire ou musculaire. Alors on dit c'est quelque chose que ça serait intéressant que vous reteniez, si ça vous intéresse l'épreuve d'effort, c'est qu'en fait, le sédentaire, il est limité par son muscle, le cardiaque, il est limité par son cœur, et le sportif, il est limité par son poumon. Et donc, en fait, tous ces paramètres-là, ça s'alterne de telle sorte à pouvoir voir les choses. Et puis, vous regardez les 9 cadrans d'Wassermann, j'en ai pris quelques-uns pour vous montrer. Par exemple, ici, vous avez le truc bleu, alors c'est écrit rouge, là, c'est VO2, et vous avez le patient qui a fait l'effort, et à un moment donné, ça a plafonné, c'est la VO2 pic. Voilà la VO2 pic ou la VO2 max de votre patient. Je n'en parle pas de VO2 max parce que ça ne stabilise pas, mais VO2 pic, VO2 pic. Vous avez ici les seuils ventilatoires. Alors, le professeur Genil en a parlé. Moi, je voudrais juste vous dire, par exemple, pour réadapter un patient cardiaque ou respiratoire, on s'intéresse au premier seuil ventilatoire. Et puis, quand on s'intéresse à un sportif, on s'intéresse à travailler au-delà du deuxième seuil ventilatoire. Et puis, l'intérêt, c'est de pouvoir reconnaître ça. Quand on fait une épreuve d'effort, comme ça, on a des valeurs cibles avec une fréquence cardiaque, avec une puissance maximale. Mais si j'ai un message à vous communiquer en matière d'interprétation de VO2 max ou d'interprétation, en fait, c'est très simple. Quand vous faites de l'effort, là, c'est le physiologiste qui parle, quand vous faites de l'effort, vous avez une augmentation de votre ventilation, c'est une évidence, parce que vous augmentez votre fréquence respiratoire et votre volume courant. Vous avez une augmentation de votre consommation d'oxygène et vous avez une augmentation de votre production de CO2. Il s'avère qu'à un moment donné, vous avez votre consommation d'oxygène, votre ventilation qui devient très importante par rapport à votre